La dernière fois que j'ai enfilé un uniforme pour vous présenter un véhicule, c'était pour la Jeep et visiblement ça vous a bien plu. Alors je me suis dit que je pourrais parler d'autres véhicules et ainsi étoffer ma série sur la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on va parler d'un engin un peu plus gros. Non, on va pas parler du Dodge, désolé les potes de Reconstite, mais basiquement, c'est juste une grosse Jeep. Oula, je vais me faire tacler avec celle-là. Donc aujourd'hui, on quitte la route parce que là où on va, il n'y a pas besoin de route. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Aujourd'hui, embarquez avec moi à bord du mythique North American P51 Mustang. Enfin, embarquer c'est vite dit, comme c'est un monoplace, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Considéré comme l'un des meilleurs chasseurs à hélice de tous les temps, il peut atteindre les 700 km/h et possède un rayon d'action de 1200 km, pouvant monter jusqu'à 2200 km avec des réservoirs externes qui prenaient place sous les ailes. Donc non, quand vous voyez des gros trucs accrochés sous les ailes, même si ça se peut, c'est pas obligatoirement des bombes, c'est toujours bon à savoir. Et voilà, avant de continuer sur l'histoire de l'appareil, il faut quand même que je vous explique un peu le contexte. Je vais pas faire comme si c'était tout à fait normal que je tourne cette vidéo aujourd'hui avec ce morceau d'histoire volant. Je suis à l'aérodrome de Colmar et si cet appareil est là aujourd'hui, c'est dans le cadre des commémorations de la libération de la ville par les Américains il y a 80 ans. Enfin, je devrais plutôt parler de la poche de Colmar, car c'est ça le nom consacré pour parler des combats ayant eu lieu dans le secteur. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo à venir sur la chaîne, retraçant un peu ce week-end de commémo. La ville a mis le paquet pour célébrer la mémoire de cet événement important et c'est ça qui explique la présence de cet avion aujourd'hui et forcément, comme c'est à côté de chez moi, le soldat Alphonsine est de la partie. Je vous présenterai cet avion en particulier dans la dernière partie de cette vidéo, mais avant, commençons par l'histoire du modèle, parce qu'il y en a des choses à dire. En 1940, avec la bataille d'Angleterre, la Royal Air Force britannique manque cruellement de chasseurs. Et pour régler ce problème, l'état-major va faire du lèche-vitrine du côté des constructeurs américains. Curtiss Wright Corporation répond à l'appel en proposant son P-40 Warhawk, ce qui semble bien convenir à la RAF. Mais le nombre d'avions requis par les Anglais est bien trop élevé et dépassait les seules capacités de production de l'entreprise. C'est pour ça qu'ils ont dû faire appel à un autre constructeur pour assurer la production. Et ça me fait penser à une autre histoire. Celle de Bantam, Willis et Ford avec la Jeep. Ça s'engage sur un marché, mais ça ne sait pas fabriquer le nombre nécessaire tout seul. Un classique. C'est donc à ce moment-là que North American Aviation entre en scène. La boîte n'était d'ailleurs pas inconnue des Anglais, puisqu'elle leur avait déjà livré plus de 400 exemplaires de T6 Texan, notamment pour servir d'avion d'entraînement à la Royal Air Force. Ah oui, petit aparté sur les noms des avions, je vous le dis tout de suite, c'est un bordel. Le même avion, suivant le pays ou le corps d'armée qui l'utilise, porte pas toujours le même nom. Le T6 Texan, c'est aussi le SNJ, le AT6 ou le Harvard. Pourquoi faire simple, Donc si vous êtes un puriste, soyez indulgents, on va rester sur le Texan. Je suis là pour vous faire passer un bon moment et vous apprendre des choses, mais vous comme moi, on va tenter de s'éviter le mal de tête. Donc le deal à la base, c'était que North American fabrique des P-40 sous licence Curtiss pour filer un coup de main sur la prod conséquente à effectuer. Mais c'est là que James Howard Kindleberger, le boss de North American, entre en jeu avec une meilleure idée qui doit bien l'arranger lui et sa boîte. Il est prêt à accepter de faire le job avec la fabrication des P-40, mais lui, il pense pouvoir sortir un meilleur avion, tout nouveau, avec le même moteur et cerise sur le gâteau dans les mêmes délais de production. Les Britanniques acceptent, mais à une condition, ils ont 4 mois pour livrer le prototype. Encore un point commun avec la conception de la célèbre petite voiture verte, à croire que c'est sous pression qu'on sort les meilleurs trucs. Clairement, Kindleberger, il a peur de rien. La confiance en ses équipes est absolue. Du côté du bureau d'études, c'est Edgar Schmud, ingénieur américain d'origine allemande, qui s'y colle. On pourrait s'imaginer que c'est le branle-bas de combat, mais ces petits malins étaient déjà en train de travailler sur un prototype de chasseur depuis l'été 1939. Et une bonne partie de la conception était déjà prête en mars 40. Sachant que la demande des Britanniques a été faite en avril, autant dire qu'ils sont larges. Au même moment, North American produisait déjà le T6 Texan dont je vous ai parlé juste avant. C'était l'avion d'entraînement standard des pilotes de chasse alliés. Et pour simplifier la production du P-51, beaucoup d'éléments de ce dernier ont été réutilisés. C'est une méthode très classique de l'industrie pour faire baisser les coûts et augmenter l'efficacité de production. Ça se fait même encore aujourd'hui dans l'automobile par exemple. Cependant, ils ajoutent quand même quelques nouveautés au P-51, comme un profil d'aile à écoulement laminaire et un radiateur de fuselage à effet propulsif. Venez pas me demander ce que ça signifie, même si j'ai lu en quoi consistent ces innovations, je saurais pas vous faire un cours là-dessus. Disons que ça vole mieux et ça pousse plus, c'est tout ce qui compte, non?
quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Le prototype sort de l'usine 102 jours après la signature du contrat, mais il manque les freins à disque, alors on lui met provisoirement un train d'atterrissage de T6. Autre petit manque, juste un petit détail, hein, le moteur. Et forcément, il va voler beaucoup moins bien. Hein. En effet, comme cet avion est considéré comme un nouveau projet privé et non une commande gouvernementale américaine comme les P-40, ils ne sont pas prioritaires pour la livraison des pièces. Il n'y a pas l'armement non plus, mais ça, c'est pas grave, on peint les emplacements sur les ailes et ça passera pour les tests. Tout finit par arriver, surtout le moteur, dont je vous parlerai dans la dernière partie de la vidéo, et c'est le 26 octobre 1940 que le prototype NA-73X effectue son premier vol, avec comme pilote d'essai Vance Breeze, une star dans le domaine. Ce type-là est un professionnel, super qualifié, ingénieur, consultant, pilote, il a testé plus de 100 modèles d'avions et la légende raconte qu'il pouvait demander jusqu'à 5000 $ pour un vol. Les essais continuent et sont satisfaisants, mais le 20 novembre, c'est le drame. Paul Balfour, autre pilote d'essai, oublie de changer le réservoir, le moteur de l'avion cale en plein vol, devant se poser en catastrophe, il endommage l'appareil. Ça, c'est la version officielle de l'accident, mais certains en doutent. On raconte que Balfour n'a pas eu d'autre choix que de remplir son rapport d'essai sans remettre en cause la conception de l'avion, parce qu'en fait, le vrai problème, c'est que le moteur se serait arrêté suite à un étouffement. Ce qui met la puce à l'oreille, c'est que la prise d'air du carburateur a été rallongée après l'accident, comme par hasard, tiens. Mais vrai ou pas, ce qui est absolument certain, c'est que le crash de cet avion collera à la peau du pauvre Balfour et que quand on fait des recherches sur lui, on trouve que ça. Bon, ça l'a pas empêché de continuer à travailler dans le domaine. Et il sera malheureusement mort des suites d'un accident d'avion en 51. Et ce P-51 alors? Ben l'avion n'a que très peu de défauts. Bravo les gars, vous avez bien bossé. Le premier exemplaire de la série NA-73 pour la RAF volera le 23 avril 1941. Bon, c'est bien marrant tout ça, mais en gros, je suis en train de vous dire que le P-51 Mustang est un avion américain fabriqué pour l'Europe. Et l'US Air Force dans tout ça. Parce que oui, comme vous probablement, moi je voyais ça comme un avion de l'oncle Sam. Hein. Ben, les US, ils l'adoptent sous le nom de XP-51 et le testent sans grand enthousiasme. Mais dans les faits, ce P-51, il a beaucoup de succès en Europe et forcément, voyant cet engouement outre-Atlantique, l'armée américaine finit quand même par s'enthousiasmer un peu et lui laisser sa chance. D'ailleurs, si vous le connaissez sous le nom de Mustang, c'est bien le nom que les Britanniques lui ont donné, parce qu'à la base, chez les Américains, c'était Apache. Ce nom ne sera pas resté dans l'histoire. C'est au 154e Observation Group basé au Maroc que revient l'honneur d'être la première unité américaine équipée de 25 P-51 en mars 1943. Et si sur le champ de bataille, on dit un champ de bataille si c'est dans les airs? Enfin, je disais si dans les missions combattantes ce sont des hommes qui les pilotent, des femmes ont pu s'illustrer aux commandes du chasseur le plus nerveux de son temps. Et il est temps que je vous raconte leur histoire parce que l'occasion est trop belle. Si vous êtes habitué de la chaîne, vous savez que la place des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il y a encore trop de monde qui les imagine cantonnées au rôle d'infirmières. Il y en a eu, c'est vrai, mais les femmes ont fait bien plus que ça et j'aime vous en parler. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est le moment de vous abonner, c'est gratuit et plus on sera nombreux, plus je serai en capacité de vous proposer de beaux sujets comme celui d'aujourd'hui. Et revenons-y au sujet. Le Women Air Force Service Pilot, ou WASP, est une unité d'élite de 1100 femmes pilotes formées pour s'occuper de missions non combattantes. Ils sont forts dans l'armée quand même pour trouver des acronymes qui claquent. WASP, ça veut dire guêpe en anglais. C'est vraiment super badass comme nom. Cependant, même s'il y avait les Waves pour la marine aux US, ça c'est stylé, il y avait aussi les WAF et les VRAF en Angleterre. Bon, ça sonne moins bien des fois. En 1941, deux aviatrices célèbres pour leurs exploits dans l'aviation civile se présentent d'elles-mêmes auprès de l'Air Force américaine pour effectuer des missions. Jacqueline Cochran, pilote depuis ses 25 ans, qui avait remporté la course transaméricaine Los Angeles-Cleveland en 1938 et qui avait aussi battu le record de vitesse auparavant tenu par la Française Hélène Boucher. Et Nancy Harkness-Love, passionnée d'avion depuis son plus jeune âge, qui avait obtenu en un mois son brevet de pilote à seulement 16 ans. Elle est pilote dans la compagnie Intercity qu'elle a fondée avec son mari Robert, major dans l'US Air Corps. Et puis comme si c'était pas déjà assez, elle était aussi pilote d'essai et a travaillé pour le Bureau of Air Commerce, un organe gouvernemental chargé de mettre en place les normes de sécurité pour les vols commerciaux et d'enquêter sur les accidents. Un genre d'équivalent du BEA français, le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Nancy n'est pas dans l'armée, mais elle bosse donc pour le gouvernement, c'est déjà pas mal. En mai 1940, elle fait une proposition au général Robert Olds.
L'idée, c'est de libérer des pilotes masculins pour les affecter à des missions de combat. Et pour ça, elle propose 49 femmes qualifiées, ayant chacune plus de 1000 heures de vol pour effectuer des missions stratégiques ou logistiques, comme par exemple convoyer les avions des usines vers les bases militaires. Elle est soutenue par Jacqueline Cochran, la pilote sportive dont je vous ai parlé avant, et Eleanor Roosevelt, la première dame des États-Unis. Robert Olds, qui visiblement n'est pas contre le projet, le soumet à Henry Harley Arnold, dit HAP, le chef d'état-major de l'US Air Force. Vous avez compris, HAP, il est pas chaud du tout. Des femmes dans l'armée qui pilotent des avions, et puis quoi encore? Qu'elles soient déjà contentes d'avoir le droit de rejoindre le Women Army Corps. Ah bah non, ça n'existe pas encore à cette date, c'est vrai. Qu'à cela ne tienne, Jacqueline Cochran va aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, chez des gens un petit peu plus ouverts d'esprit, genre la Royal Air Force britannique. Elle, ainsi que d'autres femmes américaines, rejoignent donc les ATA, Air Transport Auxiliary, parce que eux au moins, ils forment des femmes pilotes depuis 1940, et ça tombe bien, ils en recherchent des nouvelles. Ces femmes-là sont les premières à pouvoir piloter des appareils qui entreront dans l'histoire, comme des Spitfire, des Hurricanes et bien sûr des P-51 Mustang. Après l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, l'armée de l'air américaine se rend compte qu'elle manque cruellement de pilotes et elle doit recruter de toute urgence avant de se retrouver complètement en rade avec juste Ben Affleck et Josh Hartnett sur les bras. C'est Phoebe Homely, pionnière de l'aviation dans les années 20 et spécialiste senior des vols privés de l'aéronautique civile, qui répond à l'appel en ouvrant des écoles de vol dans de nombreux États. Moi, je la trouve bien sympa de voler à leur secours comme ça, quand on sait comment ses collègues se sont fait envoyer bouler avec leurs propositions juste une année en arrière. Mais non contente de former des pilotes, elle ouvrira également une école expérimentale dans le Tennessee où seront formées 10 femmes instructrices. Selon ses propres mots, si les femmes peuvent apprendre aux hommes à marcher, elles peuvent aussi leur apprendre à voler. Je sais pas trop quoi en faire de cette phrase, à la fois c'est bien envoyé, mais c'est quand même très ancré dans son époque. Le recrutement est chapeauté par le général William Turner ainsi que par Robert Love, oui, le mari de Nancy. Pendant l'été 42, le général Arnold, qui avait donc envoyé bouler Nancy Love et Jacqueline Cochran, accepte finalement la création du WAFS, le Women's Auxiliary Ferrying Squadron, chargé d'emmener les avions de l'usine aux bases. Au même moment, Jacqueline Cochran est de retour aux États-Unis. Même si on se doute bien qu'elle est très contente que le général ait enfin accepté que des femmes deviennent pilotes pour l'armée, elle ne rejoint pas le WAFS de Nancy Love, mais crée un deuxième escadron, le WFTD, Women's Flying Training Detachment. Encore WAFS, ça passe, mais bof, hein, je vous l'ai dit, ça sonne bien, des fois moins. Bon bref, les deux escadrons font pas tout à fait la même chose. Le WFTD, en plus de convoyer les appareils vers les bases, des tests et des livraisons pour réparation, ajoute à ça des vols de contrôle, du remorquage de cibles d'entraînement au tir anti-aérien, des missions de suivi, de l'instruction d'élèves pilotes masculins. Ah ouais, ça, faut vraiment que je fasse un topo sur le remorquage de cibles pour le tir anti-aérien, parce que c'était assez dangereux quand même. Alors ça, par exemple, c'est le genre de mission que même les hommes n'étaient pas très chauds à réaliser. Imaginez-vous remorquer une cible derrière vous. Un manchon en tissu, ok, il y a un câble, mais pas de 500 mètres non plus. 6 mètres, ça vous suffit? C'est pour entraîner la DCA à dégommer des cibles mouvantes. Forcément, quand on parle d'entraînement, ça sous-entend que ceux qui s'entraînent ne sont pas des experts, et des balles perdues, il y en a eu. On n'est pas dans un jeu vidéo, et l'option Disable Friendly Fire n'existe pas. Ajoutez à ça que les avions utilisés pour le remorquage étaient souvent mal équipés, mal entretenus. Bah oui, pourquoi bien entretenir un avion qui va de toute façon se prendre des balles, hein? Plusieurs pilotes ont été blessés, certaines ont trouvé la mort lors de ces missions, et même si on pense tout de suite à des tirs ratés en mode « Oups, désolé », c'était plutôt à cause de problèmes mécaniques sur les épaves volantes qu'elles devaient scoltiner. Après cet aparté, revenons à nos histoires de corps d'armée et d'abréviation. Durant l'été 43, histoire qu'on s'en sorte un peu mieux, les deux programmes fusionnent et deviennent le WASP. Ça y est, on l'a, le nom qui sonne bien. Pour asseoir leur identité, il faut une mascotte. Et ce sera Fichinella, un personnage dessiné par Walt Disney pour un projet de film adapté du roman de Roald Dahl, The Gremlins. Les Gremlins sont des petites créatures issues du folklore de la RAF britannique qui sont responsables de tous les problèmes techniques possibles et imaginables dans les avions. Fichinella est un gremlin femelle et séduite par le personnage, les Wasps demandent l'autorisation à Disney de l'utiliser comme mascotte officielle. Disney accepte puisque de toute façon le projet de film a été abandonné. Et à propos de films, c'est sûr que vous avez pensé aux célèbres films des années 80 qui mettent en scène d'horribles petits monstres verts qui provoquent des dégâts considérables. Je m'en suis rendu compte en écrivant cette vidéo, mais le terme gremlin pour les désigner est utilisé en premier par le personnage de Murray Futterman, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. On est donc bien sur du folklore militaire comme dans le roman de Roald Dahl.
Un mâle, c'est un gremlin, une femelle, une fifinella, et un bébé, c'est un widget. Faites ce que vous voulez de cette information, et revenons aux wasps, en espérant qu'il n'y a pas de gremlins dans les avions. Nancy Love et Jacqueline Cochrane n'ont pas eu besoin de s'arracher les cheveux pour savoir qui allait commander. C'est Jacqueline Cochrane qui sera directrice du WASP, ainsi que de la partie formation des pilotes, et Nancy Love sera affectée au commandement de la section convoyage. Contrairement aux WAC qui ont réussi à être intégrés officiellement dans l'armée américaine, les WASP seront restés des contractuels civils jusqu'au bout. Le programme sera dissous en décembre 1944 après seulement 16 mois d'existence. Et s'il fallait résumer la lettre adressée au WASP par le général Arnold, c'est en gros « Merci d'avoir été là, c'était bien, mais maintenant on n'a plus besoin de vous, au revoir ». C'est du niveau de se faire larguer par SMS. Bien qu'elles aient effectué les mêmes tâches que les hommes, en plus d'être payées beaucoup moins, un grand classique pour pas changer, comme elles ne faisaient pas partie de l'armée, on leur a refusé les avantages dus aux anciens combattants. C'est seulement en 1977, après de longues négociations, que le gouvernement américain a enfin reconnu que les WASP ont eu un rôle essentiel au sein de l'armée et que les avantages du statut de vétéran leur ont été accordés. Et même si on n'est plus dans l'histoire des WASP, je voulais quand même vous partager cette info que j'ai pas pu m'empêcher d'aller chercher. C'est seulement en 1992 qu'entre en service la première femme pilote de combat de l'histoire de l'armée américaine, Ginny M. Leavitt, aujourd'hui devenue major générale. Il aura fallu du temps, sachant que déjà dans les années 40, des femmes étaient prêtes à endosser ce rôle. Pour aller jusqu'à la toute fin de l'histoire des WASP, en 2009, le président Barack Obama leur a décerné la médaille d'or du Congrès, ce qui est une reconnaissance de plus de l'importance de leur engagement pendant la guerre. Et maintenant, si on allait le voir de plus près cet avion, on est aussi là pour ça, non? Il s'agit d'un North American P-51D construit en 1944 dans l'usine d'Inglewood en Californie, au sud-ouest de Los Angeles. Au risque de vous décevoir, cet appareil-ci n'a pas servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été stocké par l'US Air Force jusqu'en 1950. Mais ça n'empêche pas d'avoir une histoire très intéressante et mouvementée. Après son stockage, il a été vendu plusieurs fois aux États-Unis à des compagnies d'aviation ou à des particuliers. Je sais pas trop ce que ces boîtes en ont fait, mais c'était pas du combat aérien, ça c'est sûr. En 1963, l'appareil est victime d'un accident et restera à l'état d'épave jusqu'à ce qu'il soit racheté en 1981 par l'américain Bill DeStefani qui commencera sa restauration. Encore une fois vendu, comme il n'avait jamais été utilisé dans l'armée, il recevra son premier nom de baptême, le Glamorous Gull, en 1989, en hommage à un autre P-51 de la Seconde Guerre mondiale. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais il connaîtra encore plusieurs propriétaires jusqu'en 2012, où il sera restauré et relooké en Francesdale, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, par la société Midwest Aero dans le Colorado. L'avion volera à nouveau en 2014 et c'est en 2020 que son propriétaire actuel, le pilote allemand Georg Raab, en fera l'acquisition, réalisant ainsi un de ses rêves d'enfance. Comme c'est dit dans une des vidéos sur son site, « The older the boys, the bigger the toys ». Plus les garçons sont grands, plus les jouets sont gros. Le Francesdale, lui aussi, a vraiment existé. C'était un P-51 Mustang piloté pendant la Seconde Guerre mondiale par le lieutenant Clark Clements du 78e Fighter Group, dont les avions sont reconnaissables par leur nez à carreaux. Dans le cockpit de cet avion, on peut voir le brevet de pilote original de ce jeune lieutenant qui avait 21 ans en 1945. Dans l'US Air Force, on appelle ça les Wings et elles se portent traditionnellement sur l'uniforme. Et le nom de l'avion, Francesdale, ne vient pas d'une actrice ou d'une star, mais tout simplement de la petite amie de Clark. Par contre, la fin de l'histoire est un peu triste. On raconte que lorsqu'il est rentré chez lui après la guerre, elle l'avait quitté pour un autre. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la guerre, mon général. Tout comme on l'avait vu avec les Jeeps, les pilotes pouvaient baptiser leurs appareils comme ils le voulaient. Ça pouvait être leur petite amie, leur mère, mais aussi tout simplement des trucs du style « 10 nines in a bar room ». On dirait le début d'une blague. Bref, on trouve de tout. Les années 40, c'est l'âge d'or de ce qu'on appelle d'ailleurs le nose art, avec ses pin-up et autres personnages de dessins animés, mais on trouvait déjà des peintures et dessins sur des avions de la Première Guerre mondiale. Je pense que customiser sa monture, c'est aussi vieux que les montures. Pour revenir à cet appareil-là, qui, rappelons-le, n'est pas le Francesdale original, mais un hommage, il est doté du mythique moteur 12 cylindres Merlin de chez Rolls-Royce, produit sous licence aux US par Packard Motor Car Company. Développant plus de 1600 chevaux, bien supérieur, ce moteur avait fini par remplacer le moulin du constructeur américain Allison, présent à l'origine sur les premiers P-51. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, le Merlin, c'est la Rolls des moteurs d'avion à cette époque. C'est grâce à un contrôle qualité et des améliorations continues qu'il deviendra l'un des moteurs les plus fiables de son temps. Pour faire simple, il prenait au hasard quelques moteurs sortis de la prod et les faisait tourner à fond jusqu'à la panne. Ensuite, on démonte, on regarde ce qui a pété, on améliore. Tout ça encore et encore. La Rolls, je vous dis. Et pour finir, faut pas oublier l'armement, car le Mustang est avant tout un avion de combat. Équipé de 6 mitrailleuses Browning MG53-2 de calibre 12,7, il peut aussi transporter jusqu'à une demi-tonne de bombes ou 10 missiles.
Fabriqué sur commande des Anglais, puis utilisé par l'armée américaine, cet avion polyvalent a servi sur tous les théâtres d'opération de la Seconde Guerre mondiale. Des combats aériens à la reconnaissance en Europe, sans oublier l'escorte des bombardiers pendant les raids sur l'Allemagne nazie, allant même jusqu'à prêter main forte à d'autres appareils de légende dans les combats du Pacifique contre l'armée impériale japonaise. Le P-51 Mustang est devenu iconique pour ses performances exceptionnelles et son rôle crucial dans la victoire des Alliés. Servant également pendant la guerre de Corée dans les années 50, il prendra sa retraite en 1957. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans quelques remerciements et une question pour vous. Les remerciements d'abord, forcément Georg Grab de Flying Legends qui a ramené ce morceau d'histoire ici à Colmar. Merci aussi à Patrick Baumann et David Santange sans qui ce tournage n'aurait pas été possible. Et pour terminer, j'ai une question pour vous. Si vous êtes encore là, c'est que cette vidéo vous a plu, enfin j'espère. Si c'est le cas, quel véhicule emblématique de la Seconde Guerre mondiale vous auriez envie de me voir vous présenter dans les prochaines vidéos? Bien sûr, j'ai des idées, mais je suis curieuse de savoir ce que vous allez me sortir comme dinguerie. Et si en plus de me proposer des idées, vous avez la possibilité d'arranger la mise à dispo, faites-le savoir en commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo.